Ma mère a oublié un cadeau pour mon fils à Noël. Elle a dit qu'il n'en avait pas besoin après la façon dont il a regardé le petit enfant prodige. Pendant ce temps, l'enfant de ma sœur a reçu une pile de cadeaux et une nouvelle tablette. Je n'ai pas dit un mot. J'ai ramassé tous les sacs que j'avais achetés et nous sommes partis. À 22h06, papa a envoyé un SMS, « Assure-toi que le virement passe demain. » Je n'ai pas fait d'esclandre. J'ai juste. Mon nom est Alex. J'ai 41 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur le fait d'être l'enfant sur qui on peut compter, c'est celle-ci, être fiable signifie être remplaçable. Depuis 10 ans, je suis le filet de sécurité que ma famille a oublié de reconnaître. Je suis consultant financier. Je travaille de longues heures. Je gère mon budget avec soin et j'ai construit une vie stable pour moi et mon fils, Nathan. Il a 8 ans, un enfant brillant qui adore les kits scientifiques et construire des choses de ses mains. Il a le sourire de ma défunte épouse, celui qui rendait tout plus léger. Mes parents vivent à 3 heures de route dans la maison que je les ai aidés à garder, non pas qu'ils aient jamais mentionné cette partie. Ma sœur Monica vit à 20 minutes de chez eux avec son mari Greg et leur fils Tyler, qui vient d'avoir 10 ans. Tyler est le centre de l'univers dans notre famille, le petit enfant prodige, celui qui reçoit toute l'attention, les éloges, les publications Instagram avec des émojis cœurs et des légendes expliquant à quel point mes parents sont bénis. Je n'en veux pas à Tyler, ce n'est qu'un enfant. Mais le schéma est là depuis que Monica et moi sommes enfants. Elle a toujours été l'élue, celle qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le plan de secours, le calme, celui qui était attentif à l'école, qui avait des notes correctes et ne causait jamais d'ennui, ce qui signifiait que j'étais facile à ignorer. À 23 ans, j'ai acheté ma première voiture avec l'argent économisé grâce à 2 emplois. Monica a accidenté la sienne la même année. Mes parents m'ont demandé si je pouvais co-signer un prêt pour son remplacement. C'était la première fois. Au fil des ans, les demandes se sont multipliées. Pourrais-je aider pour les factures médicales de maman? Pourrais-je couvrir le paiement de la carte de crédit de papa juste cette fois? Pourrais-je leur avancer de l'argent jusqu'à ce que leur chèque de pension arrive? À chaque fois, la réponse était oui. À mes 30 ans, j'ai réalisé que je n'aidais pas seulement occasionnellement. Je couvrais leurs prêts hypothécaires chaque mois, payais leur assurance automobile et effaçais les dettes de carte de crédit de Monica chaque trimestre. Ils ne demandaient plus directement, ils s'attendaient simplement à ce que les transferts continuent. Et j'ai laissé faire parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. Ma femme, Sarah, savait. Elle n'aimait pas ça, mais elle comprenait. Elle avait grandi dans une grande famille où tout le monde mettait la main à la pâte. À la naissance de Nathan, elle m'a fait promettre que nous le protégerions en priorité, garder nos économies séparées et s'assurer qu'il ait toujours ce dont il avait besoin. Elle est décédée il y a 3 ans. Un cancer. Ce fut rapide, brutal, et cela m'a vidé d'une manière que je ne comprends toujours pas complètement. Mes parents sont venus à l'enterrement, ils sont restés 2 heures. Monica n'est pas venue du tout, elle a envoyé un SMS disant que Tyler avait un tournoi de football et qu'elle ne pouvait pas le rater. Après la mort de Sarah, les paiements ont continué. Je ne les ai pas arrêtés. Je ne savais pas comment. C'était comme si c'était la seule façon pour moi de contrôler encore quelque chose, d'être encore utile à des gens qui étaient censés m'aimer. Nathan et moi vivions tranquillement. Je l'emmenais à l'école, j'allais le chercher, je l'aidais pour ses devoirs et je le bordais. Nous avions nos routines, nos petites traditions. Le week-end, nous allions au musée des sciences ou construisions des fusées miniatures dans le jardin. Chaque mois, je transférais 4 000 de plus à Monica. Je couvrais leurs paiements de voiture, leurs primes d'assurance et leurs dépenses d'urgence. J'avais accès à des lignes de crédit partagées, des prêts co-signés et des comptes joints qui étaient censés être temporaires mais n'ont jamais été fermés. Ils n'ont jamais dit merci. Pas une seule fois en 10 ans. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Je faisais ce qu'il fallait, en étant le fils fiable, le frère responsable. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Je n'étais pas fiable, j'étais invisible. Un compte bancaire avec un cœur qui bat. Et ce Noël, cette invisibilité est devenue impossible à ignorer. Les cadeaux que j'avais apportés pour tout le monde étaient restés à l'arrière de ma voiture. J'avais passé des semaines à les choisir, une écharpe en cachemire pour maman, un portefeuille en cuir pour papa, un livre de cuisine que Monica avait mentionné vouloir, un jeu de construction pour Tyler, et pour Nathan. J'avais emballé ces cadeaux avec soin, impatient de le regarder les ouvrir sous le sapin de mes parents, entouré de sa famille.
Je pensais que peut-être cette année serait différente. Peut-être que cette année, il nous verrait. J'avais tort. Nous sommes arrivés à midi. La maison sentait la cannelle et le jambon rôti. Le sapin de Noël se dressait dans le coin du salon, entouré de cadeaux emballés dans du papier brillant avec des nœuds élaborés. Les yeux de Nathan se sont illuminés en le voyant. Il parlait de Noël chez papy et mamie depuis des semaines. Monica était déjà là avec Greg et Tyler. Tyler était assis sur le canapé, jouant sur une tablette, les jambes ballantes. Monica a levé les yeux quand nous sommes entrés, a fait un bref signe de la main et s'est remise à scroller sur son téléphone. Mes parents étaient dans la cuisine. J'entendais la voix de papa, forte et joyeuse, racontant une histoire sur les illuminations de Noël d'un voisin. Nathan m'a tiré la main. Papa, on peut mettre nos cadeaux sous le sapin. J'ai souri et hoché la tête. Nous avons porté les sacs à l'intérieur. J'ai posé les cadeaux avec précaution, les disposant près des autres. Nathan a placé celui qu'il avait choisi pour Tyler au-dessus un petit ensemble Lego qu'il avait acheté en économisant son argent de poche. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle a souri le genre de sourire qui n'atteint pas vraiment les yeux. Alex, tu as réussi à venir. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais confirmé 3 fois au cours de la semaine dernière. Eh bien, le déjeuner est presque prêt. Allez-y, asseyez-vous. Nous avons mangé. La conversation tournait autour de moi, principalement au sujet des exploits de Tyler. Il avait gagné un concours d'orthographe. Il avait été choisi pour une équipe de football régionale. Il n'avait que des arts. Monica rayonnait. Mes parents posaient question sur question, penchés en avant, totalement captivés. Nathan a essayé de partager quelque chose sur son projet scientifique. Ma mère l'a regardé, a hoché la tête une fois, puis s'est retournée vers Tyler. Après le déjeuner, nous sommes passés au salon pour les cadeaux. C'était le moment que Nathan attendait. Il était assis en tailleur sur le sol, le visage illuminé par l'anticipation. Tyler a ouvert ses cadeaux en premier, une voiture télécommandée, une pile de jeux vidéo, une nouvelle veste d'hiver et une mise à jour de sa tablette, le dernier modèle, emballé avec un nœud si grand qu'il couvrait presque la boîte. Il a déchiré le papier, s'arrêtant à peine pour dire merci, passant déjà au paquet suivant. Nathan regardait en silence. Puis maman s'est levée, inspectant les cadeaux restants. Elle a ramassé les cadeaux que Nathan et moi avions apportés, les distribuant un par un. Monica a ouvert le sien et a brandi le livre de cuisine. Oh, c'est gentil. Merci. Papa a déballé le portefeuille, a passé son pouce sur le cuir et a hoché la tête. Bonne qualité. Maman a ouvert l'écharpe, l'a drapée sur ses épaules et a souri. Très attentionnée, Alex. Puis elle a regardé Nathan. Elle a incliné la tête, son expression changeant pour devenir quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Nathan, mon chéri, je suis désolé. J'ai oublié de t'acheter un cadeau cette année. Le silence s'est installé dans la pièce. Nathan a cligné des yeux, ses petites mains posées sur ses genoux. J'ai senti ma poitrine se serrer. Sa voix est restée légère, presque désinvolte. Tu n'en as pas vraiment besoin de toute façon. Pas après la façon dont tu as regardé Tyler tout à l'heure. Tu sais qu'il est le petit enfant prodige ici, mon cœur. Il travaille très dur pour tout ce qu'il obtient. Le visage de Nathan s'est effondré. Pas de manière dramatique, juste un petit affaissement, le genre qui brise le cœur d'un parent au ralenti. Il m'a regardé, les yeux se remplissant de larmes qu'il essayait désespérément de ne pas laisser couler. Monica a ri pas fort, juste un petit rire étouffé, comme si maman avait fait une blague inoffensive. Maman, tu es terrible. Mais elle n'était pas en désaccord. Greg n'a pas levé les yeux de son téléphone. Papa a bougé sur sa chaise, mal à l'aise mais silencieux. J'ai fixé ma mère, la femme qui m'avait élevé, la femme que je soutenais financièrement depuis une décennie, la femme qui venait de dire à mon fils de 8 ans qu'il ne méritait pas de cadeau de Noël à cause de la façon dont il avait regardé quelqu'un. La voix de Nathan était toute petite. C'est pas grave, papa. Je n'ai besoin de rien. C'est là que quelque chose en moi a rompu. Pas bruyamment, pas d'une manière que quelqu'un d'autre aurait pu voir, mais je l'ai senti net et définitif, comme une porte qui se ferme. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai marché vers le sapin,
j'ai ramassé chaque sac que j'avais apporté, chaque cadeau que j'avais soigneusement choisi et emballé. On s'en va. Nathan s'est précipité sur ses pieds. Il n'a pas demandé pourquoi, il m'a juste suivi jusqu'à la porte. Derrière moi, la voix de Monica a percé le silence. Sérieusement? Pour ça? Maman a crié, Alex, ne sois pas si sensible. Je ne me suis pas retourné. J'ai ouvert la porte, et Nathan et moi sommes sortis dans l'air froid de décembre. Nathan n'a rien dit sur le chemin du retour. Il regardait par la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, le visage détourné. Je voulais dire quelque chose de réconfortant, quelque chose qui effacerait ce que ma mère avait fait, mais je ne trouvais pas les mots. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, il a enfin parlé. Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai coupé le moteur et je me suis tourné vers lui. Ses yeux étaient rougis. Ma gorge était serrée. Non, bonhomme. Tu n'as rien fait de mal. Il a hoché la tête lentement, mais je voyais bien qu'il ne me croyait pas. À l'intérieur de l'appartement, j'ai remis les cadeaux dans le placard. Nathan est allé dans sa chambre sans qu'on lui demande. J'ai entendu le léger clic de sa porte se fermer. Pendant un long moment, je suis resté planté dans le couloir, fixant le vide, essayant de digérer ce qui s'était passé. Ma mère a oublié un cadeau pour mon fils. Non, ce n'était pas la vérité. Elle n'avait pas oublié. Elle avait fait un choix. Elle avait choisi de l'humilier devant toute la famille. Elle avait choisi de lui dire, avec des mots qu'un enfant n'oublierait jamais, qu'il n'était pas aussi important que Tyler. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été ignoré, les anniversaires où personne n'appelait, les réussites qui passaient inaperçues, les moments où j'avais besoin de soutien et où je n'obtenais que le silence. J'avais accepté cela. Je m'étais dit que c'était normal. Que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais Nathan n'était pas moi. Nathan était un enfant qui avait perdu sa mère il y a 3 ans. Un enfant qui avait été courageux, gentil et résilient malgré un deuil que je pouvais à peine comprendre. Un enfant qui méritait mieux que ce que ma famille venait de lui faire. Je suis allé dans mon bureau et je me suis assis. Mon ordinateur était déjà ouvert. J'ai consulté mon application bancaire, fixant la liste des virements programmés, 1000 pour les paiements d'assurance automobile de Monica, les prélèvements de cartes de crédit, les contributions hypothécaires, les services publics, les factures médicales. 10 ans de paiement. 10 ans à être le portefeuille invisible. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa, assure-toi que le virement passe demain. Pas de « désolé pour tout à l'heure ». Pas de « est-ce que Nathan va bien ?» Juste un rappel pour que l'argent continue de couler. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient pas de colère, mais de quelque chose de plus froid. La clarté. Pendant 10 ans, j'avais justifié ces paiements. Je m'étais dit que j'aidais. Je m'étais convaincu que la famille signifiait le sacrifice, que l'amour signifiait donner sans rien attendre en retour. Mais l'amour n'était pas censé être à sens unique. L'amour n'était pas censé blesser les personnes que l'on essayait de protéger. La voix de Nathan résonnait dans ma tête, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, il n'avait rien fait. Mais moi, si. J'avais permis un système où ma famille prenait tout et ne rendait rien. Je les avais laissés me traiter comme un distributeur automatique. Et pire encore, je les avais laissés étendre cette cruauté à mon fils. J'ai pensé à Sarah, à la promesse que je lui avais faite à la naissance de Nathan. Le protéger en premier. Toujours. J'avais rompu cette promesse. Pas intentionnellement, mais le résultat était le même. J'avais donné la priorité à des gens qui ne se souciaient pas de nous au détriment de la seule personne qui comptait le plus. J'ai ouvert complètement mon ordinateur. Je me suis connecté à chaque compte, chaque ligne de crédit partagée, chaque point d'accès joint. J'ai affiché la liste des virements programmés, des prélèvements automatiques et des paiements récurrents. Mon doigt survolait la souris. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas encore. Il s'agissait de survie. Il s'agissait de tracer une ligne, de fixer une limite que j'aurais dû fixer il y a des années. J'ai pensé à les appeler, à leur expliquer, à leur donner une dernière chance de s'excuser, de montrer qu'ils comprenaient ce qu'ils avaient fait. Mais je savais comment cette conversation se passerait. Ils essaieraient de me manipuler, me diraient que je réagissais de manière excessive et me rappelleraient que la famille est censée pardonner. Ils n'auraient jamais vu le visage de Nathan quand ma mère a dit qu'il ne méritait pas de cadeau. Je n'ai pas appelé.
Je n'ai pas envoyé de SMS. J'ai juste commencé à cliquer. La première chose que j'ai annulée fut le virement programmé vers le compte de mes parents de $1000 qui devait passer à 6 heures demain matin. J'ai cliqué sur le bouton rouge « Annuler la transaction ». Une boîte de confirmation est apparue. J'ai cliqué sur oui. Ensuite, je suis passé au virement de Monica, $1500 également programmé pour demain. Annulé. Vint ensuite les prélèvements automatiques. Je me suis retiré en tant que payeur autorisé pour l'assurance automobile de mes parents. J'ai supprimé le paiement de leur carte de crédit prélevée sur mon compte chaque mois. J'ai supprimé le prêt cosigné pour le SUV de Monica, je ne pouvais pas me retirer entièrement sans un refinancement, mais j'ai retiré l'autorisation pour les prélèvements automatiques. Je suis allé sur le compte courant joint que mes parents avaient ouvert il y a des années pour les urgences. J'étais le seul à y déposer de l'argent. J'ai initié un transfert du solde restant vers mon épargne personnelle. Puis j'ai soumis une demande de fermeture du compte. J'ai ouvert la ligne de crédit partagée que j'avais ouverte pour Monica il y a 3 ans. Elle l'avait épuisée 2 fois, j'avais remboursé les 2 fois. Le solde actuel était de $7000. J'ai bloqué la carte, je l'ai signalée comme compromise et j'ai demandé un remplacement qui ne serait envoyé qu'à mon adresse. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de papa, aussi, « Est-ce que tu peux couvrir la réparation de la chaudière ?» Le gars a dit que c'est $1200. Merci. J'ai fixé le message. L'audace de recevoir cela moins de 3 heures après ce qui était arrivé à Nathan était presque surréel. Il ne voyait même pas le lien. Il ne comprenait pas que leur cruauté avait des conséquences. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné sur l'ordinateur. Je me suis connecté au compte de service public de mes parents. J'avais configuré le prélèvement automatique sur ma carte il y a des années parce qu'ils oubliaient toujours de payer à temps. J'ai supprimé mon mode de paiement. Je ne l'ai remplacé par rien. La prochaine facture serait rejetée. J'ai fait de même pour leur Internet, leur forfait téléphonique, qui incluait la ligne de Monica et celle de Tyler, leur service de streaming et la surveillance de leur domicile. Quand j'ai eu fini, il était plus de minuit. J'avais rompu tous les liens financiers auxquels je pouvais accéder immédiatement. Pour ceux qui nécessitaient plus de paperasse, comme les prêts cosignés et les comptes joints, je les ai marqués pour un suivi. Je devrais me rendre dans une agence bancaire, peut-être avec un avocat. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran. L'appartement était silencieux. Nathan dormait. Le seul son était le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Je ne ressentais rien ni colère, ni culpabilité, juste un étrange calme vide. J'ai pensé à les appeler, à les prévenir, à leur donner une chance de s'excuser pour arranger les choses avant que le contre-coup ne les frappe. Mais je savais comment cela se passerait. Ils minimiseraient la chose. Diraient que Nathan faisait du cinéma. Me diraient que je les punissais pour une seule erreur. Sauf que ce n'était pas une seule erreur. C'était 10 ans de profit, 10 ans d'effacement, 10 ans à être invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. J'ai ouvert mes emails. J'ai rédigé un message pour mon père. Je ne l'ai pas envoyé, je l'ai juste tapé, laissant les mots là sur l'écran. Tu m'as envoyé un SMS pour t'assurer que le paiement passerait demain. Ce ne sera pas le cas. Aucun d'entre eux ne passera. J'ai annulé chaque virement, chaque prélèvement, chaque compte partagé. Vous comprendrez pourquoi. Je l'ai enregistré comme brouillon. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Monica, maman a dit que tu avais pété les plombs et que tu étais parti. C'est quoi ton problème? J'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau. Je n'avais pas l'énergie d'expliquer à quelqu'un qui ne comprendrait jamais. Monica avait passé sa vie entière à tout recevoir sur un plateau. Elle n'avait jamais eu à se battre pour être reconnue, jamais eu à mendier une place à table. Elle ne verrait pas cela comme une justice, elle le verrait comme de la cruauté. Mais c'était son problème maintenant, plus le mien. J'ai fermé l'ordinateur. Demain matin, les paiements automatisés échoueraient. À midi, il commencerait à recevoir des alertes. Le soir, il réaliserait l'ampleur de ce que j'avais fait, et je serais ici, à construire une nouvelle frontière qu'il ne pourrait pas franchir. Le premier appel est arrivé à 7h43. J'étais en train de préparer le petit déjeuner de Nathan, des œufs brouillés et du pain grillé quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir. Le nom de papa a illuminé l'écran. J'ai laissé sonner.
C'est passé sur la messagerie. Il a rappelé à 7h51. Puis 8h02. Puis 8h14. Nathan a levé les yeux de ses céréales. Tu ne vas pas répondre? Pas maintenant, bonhomme. À 9h, j'avais 12 appels manqués, 6 de papa, 4 de maman, 2 de Monica. Une série de textos s'accumulait, chacun plus frénétique que le précédent. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. Appelle-moi, Alex. Qu'est-ce qui se passe? La banque a envoyé un avis. Ce n'est pas drôle. Le paiement de ma voiture n'est pas passé. Règle ça. J'ai mis mon téléphone sur silencieux et j'ai emmené Nathan à l'école. Il était plus calme que d'habitude. Quand je l'ai déposé, il m'a serré dans ses bras plus fort que d'ordinaire, comme s'il avait peur que je disparaisse. J'ai promis que j'irais le chercher à l'heure. J'ai promis que nous construirions le nouveau kit de fusée qu'il demandait. Quand je suis revenu à l'appartement, j'ai enfin ouvert la série de messages. Il y en avait 27 maintenant. Le ton était passé de la confusion à la colère, puis au désespoir. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais c'est sérieux. La banque menace de nous donner des pénalités. Appelle-moi maintenant, Alex. S'il te plaît. Quoi que nous ayons fait, nous pouvons en parler. Règle juste les paiements. Est-ce que tu fais vraiment ça à cause d'hier? Grandis un peu. Tyler pleure parce que je ne peux plus payer ses frais de soccer maintenant. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à ma messagerie et j'ai affiché le brouillon du message que j'avais écrit hier soir. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Je ne leur devais pas d'explication, ils ne comprendraient pas. Au lieu de cela, j'ai rédigé un nouveau message. Court, direct, définitif, j'ai fini. Je l'ai envoyé aux 3, puis j'ai mis la discussion de groupe en sourdine. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était papa qui appelait depuis le téléphone de maman, pensant probablement que j'avais bloqué son numéro. J'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. Alex, qu'est-ce qui se passe, bordel? Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. On va se prendre des frais de retard. Ce n'est plus mon problème. Il y eut un silence. Puis sa voix changea, plus dure maintenant. Pas ton problème? Tu t'occupes de ça depuis des années. Tu ne peux pas juste arrêter. Je le peux. Et je l'ai fait. Il bafouilla. C'est à cause d'hier, n'est-ce pas? À propos de ce fichu cadeau de Noël. Ta mère a fait une erreur. Elle ne pensait pas à mal. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle a dit à mon fils qu'il ne méritait pas de cadeau à cause de la façon dont il regardait Tyler. Elle a dit ça devant tout le monde. Et aucun d'entre vous ne l'a arrêté. Il resta silencieux un moment. Nathan va bien. Les enfants sont résilients. Tu surréagis. Nathan m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Un enfant de 8 ans qui a perdu sa mère il y a 3 ans m'a demandé s'il était le problème parce que ta femme a décidé de l'humilier à Noël. Son ton changea de nouveau, plus doux maintenant, presque suppliant. D'accord, écoute, je comprends. Ta mère n'aurait pas dû dire ça, mais nous punir tous n'est pas la solution. Nous avons besoin de cet argent, Alex. Tu sais que nous ne pouvons pas payer l'hypothèque sans toi. Alors vendez la maison. La ligne devint silencieuse. J'ai continué. Vous avez eu 10 ans de soutien gratuit. J'ai couvert votre hypothèque, vos factures, vos cartes de crédit, les prêts de Monica. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. Mais une famille n'humilie pas les enfants. Une famille ne prend pas et ne prend pas encore sans jamais dire merci. C'est ridicule. Tu es vindicatif. Non, j'en ai fini. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Mon cœur était calme. Pour la première fois en 10 ans, j'avais l'impression d'être celui qui commandait. J'ai passé les 2 jours suivants à monter un dossier. Pas pour un procès, pas pour une vengeance, mais pour me protéger. Je devais m'assurer qu'ils ne pourraient pas s'en prendre à moi légalement, qu'ils ne pourraient pas prétendre que je leur devais quoi que ce soit, qu'ils ne pourraient pas m'entraîner à nouveau dans leur chaos. J'ai commencé par rassembler les dossiers, chaque relevé bancaire des 10 dernières années. Chaque transfert, chaque paiement automatique, chaque transaction de compte partagé. Je les ai téléchargés en format PDF, organisés dans des dossiers par année et par catégorie,
paiements hypothécaires, paiement de cartes de crédit, assurance auto, services publics, factures médicales, prêts de Monica, dépenses d'urgence. Les chiffres étaient effarants. Au cours de la dernière décennie, j'avais transféré plus de 480 000 $, près d'un demi-million. De l'argent qui aurait pu aller dans le fonds d'études de Nathan, dans des investissements, dans la construction d'un avenir pour nous. Au lieu de cela, il s'était évanoui dans un trou noir de sentiments d'impunité et d'ingratitude. J'ai tout imprimé. Le papier s'empilait sur mon bureau, monument physique de 10 ans de sacrifices invisibles. Ensuite, j'ai récupéré les messages textes. J'ai fait défiler des années de conversation, prenant des captures d'écran de chaque demande, chaque urgence, chaque chantage affectif. Papa demandant de l'aide pour la chaudière. Maman demandant si je pouvais couvrir ses frais de prescription. Monica demandant juste un peu d'aide pour les frais de scolarité de l'école privée de Tyler. Pas une seule fois l'un d'entre eux n'avait dit merci. Pas par écrit, du moins. Peut-être l'avait-il dit en personne, nonchalamment, comme on remercie un serveur. Mais il n'y avait aucune trace de gratitude, aucune reconnaissance de ce que je faisais. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, les ai organisées par ordre chronologique et les ai ajoutées au dossier. Ensuite, je me suis attaqué aux documents juridiques. J'ai sorti les prêts cosignés, les comptes joints, les lignes de crédit partagées. J'ai fait des copies de chaque accord, de chaque page de signature, de chaque avenant. J'ai surligné les sections qui décrivaient mes responsabilités et les leurs. Pour le cosignataire de l'hypothèque, j'ai confirmé que mon nom n'était pas sur l'acte de propriété. J'étais un garant, pas un propriétaire. Cela signifiait que je n'avais aucun droit légal sur la maison, mais il ne pouvait pas non plus me forcer à continuer de payer. J'avais pris le risque, oui, mais l'obligation était liée à leur responsabilité principale, pas à la mienne. Pour le prêt du SUV de Monica, la même chose s'appliquait. J'étais le cosignataire. Si elle faisait défaut, la banque pouvait s'en prendre à moi, mais je pouvais aussi la forcer à refinancer ou à vendre le véhicule. J'ai signalé cela pour mon avocat. Le jeudi après-midi, je suis allé voir un avocat. Son nom était Marcus Chin. Il était spécialisé dans les litiges financiers familiaux. Je l'avais trouvé par l'intermédiaire d'un collègue, quelqu'un qui avait traversé un divorce difficile et qui disait le plus grand bien de la capacité de Marcus à démêler des situations compliquées. Le bureau de Marcus était situé en centre-ville, dans un immeuble élégant aux murs de verre et au mobilier moderne. Je me suis assis en face de lui à une table de conférence polie et j'ai disposé les dossiers. Il les a feuilletés, l'expression neutre, prenant des notes sur un bloc légal. Lorsqu'il eut terminé, il leva les yeux vers moi. C'est substantiel. Depuis combien de temps les soutenez-vous ? 10 ans. Il hocha lentement la tête. Et ils n'ont jamais formalisé d'accord de remboursement ? Aucun contrat écrit. J'ai secoué la tête. C'était juste tacite. Il demandait, je donnais. Marcus se renversa dans sa chaise. Voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas légalement obligé de continuer à les soutenir. Les prêts cosignés sont plus délicats, mais nous pouvons nous en occuper. La plus grande préoccupation est de savoir s'ils pourraient essayer de prétendre que vous avez passé des accords verbaux ou fait des promesses implicites. Ils essaieront. Mon père a déjà dit, tu t'occupes de ça depuis des années et tu ne peux pas juste arrêter au point. Marcus sourit, non sans gentillesse. Ce n'est pas un argument juridique. C'est de la culpabilité. Et la culpabilité ne tient pas devant un tribunal. Il m'a expliqué les étapes suivantes. Nous enverrions des avis formels aux sociétés de prêt, les informant que je retirais mon consentement pour les paiements automatiques et demandant une documentation sur mes obligations. Pour les comptes joints, nous les fermerions et redistribuerions les soldes restants. Pour la ligne de crédit partagée, nous la bloquerions et négocierions un règlement ou un plan de remboursement. Il m'a également suggéré de tenir un journal détaillé de toute tentative de leur part pour me contacter, surtout si ces tentatives incluaient des menaces, du harcèlement ou de la manipulation. Et s'ils essaient de me poursuivre ? Marcus m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi ? Vous leur avez donné de l'argent volontairement. Il n'y a aucune base légale pour une poursuite. Ils devraient prouver que vous leur deviez quelque chose, et d'après ces dossiers, ils ne le peuvent pas. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger. Le brouillard de culpabilité qui planait sur moi depuis des jours commençait à se dissiper. Je ne faisais rien de mal, je nous protégeais, moi et mon fils. Ce soir-là,
J'ai mis à jour mes dossiers et envoyé à Marcus les documents supplémentaires qu'il avait demandés. Les murs que je construisais étaient solides maintenant légaux, inébranlables. Ils se sont présentés à mon appartement le samedi matin. J'étais dans la cuisine avec Nathan, l'aidant pour un projet scolaire, quand j'ai entendu frapper. 3 coups secs, puis la voix de mon père appelant mon nom à travers la porte. Nathan leva les yeux écarquillés. « Reste ici, bonhomme. » Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte. Mes parents se tenaient dans le couloir. Le visage de maman était tendu, ses yeux rougis. Papa avait l'air épuisé, la mâchoire serrée. Derrière eux, Monica se tenait près de l'ascenseur, les bras croisés. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Maman fit un pas en avant. Alex, s'il te plaît. C'est allé trop loin. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque. La banque menace de saisir la maison. Alors vendez la maison. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. C'est notre maison. Nous y vivons depuis 30 ans. Tu ne peux pas simplement nous l'enlever. Je n'ai rien enlevé. J'ai arrêté de donner. La voix de papa monta. Tu paies l'hypothèque depuis 10 ans. Tu ne peux pas juste arrêter. Nous allons tout perdre. Vous avez eu 10 ans pour comprendre comment établir un budget sans moi. Vous avez choisi de ne pas le faire. Monica s'avança. C'est insensé, Alex. Tu nous punis tous parce que maman a fait un commentaire stupide. Je l'ai regardé. Un commentaire? Elle a dit à Nathan qu'il ne méritait pas de cadeau de Noël devant tout le monde. Et tu as ri. Le visage de Monica s'empourpra. Je n'ai pas ri de lui. Je riais du fait que maman était déplacée. Ce n'est pas la même chose. C'était la même chose pour Nathan. La voix de maman se brisa. Je ne voulais pas le blesser. Je plaisantais. Je pensais qu'il comprendrait. Il a 8 ans. Il a perdu sa mère il y a 3 ans. Et tu lui as dit qu'il n'était pas aussi important que Tyler. Quelle partie de cela était censée être drôle? Elle commença à pleurer de petits sanglots saccadés qui m'auraient peut-être ému il y a une semaine. Maintenant, il ressemblait juste à de la manipulation. Bien. Ta mère a fait une erreur. Elle est désolée. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Non. Le mot resta suspendu dans l'air, simple, définitif. L'expression de papa se durcit. Tu vas vraiment détruire cette famille pour un cadeau de Noël? Je ne détruis rien. Je me retire. Vous avez tous été parfaitement capables de prendre soin de vous-même, vous ne l'avez juste pas fait parce que j'étais toujours là pour combler les manques. Maman essuya ses yeux. Nous ne pouvons pas nous permettre la maison sans toi. Tu comprends ça? Nous devrons déménager. Nous allons tout perdre. Alors déménagez. Prenez plus petit. Prenez un appartement. Faites ce que font des millions de gens quand ils ne peuvent pas se permettre leur train de vie. La voix de Monica devint tranchante. Tu es un bâtard sans cœur. Tu le sais? Je l'ai regardé. J'ai remboursé tes cartes de crédit 2 fois. J'ai couvert les frais de l'école privée de Tyler pendant 3 ans. J'ai co-signé ton prêt auto et je ne t'ai jamais demandé un seul dollar en retour, mais c'est moi qui n'ai pas de cœur. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas de réponse. Nous trouverons une solution. Nous en trouvons toujours une. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin de quelque chose. Je n'irai pas. J'ai commencé à fermer la porte. La voix de maman m'arrêta. S'il te plaît, Alex, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Je l'ai regardé. Pendant un instant, j'ai vu la femme qui m'avait élevé, celle qui me préparait mes déjeuners et m'aidait pour mes devoirs, celle qui m'avait appris à faire du vélo et à panser mes écorchures. Mais cette version d'elle ressemblait à un fantôme maintenant, enterré sous des années de favoritisme et de négligence. Une famille ne traite pas les gens comme vous avez traité Nathan. Une famille ne prend pas sans donner. Une famille ne te donne pas l'impression d'être invisible sauf quand elle a besoin de quelque chose. Elle ne répondit pas. Elle restait juste là, les larmes coulant sur son visage, les mains tremblantes. J'ai fermé la porte. Derrière elle, j'ai entendu la voix de papa, étouffée mais en colère. J'ai entendu Monica dire quelque chose de cinglant. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner dans le couloir. Je suis retourné à la cuisine.
Nathan était assis à la table, son projet oublié. Il me regarda, le visage pâle. Est-ce que grand-maman et grand-papa sont fâchés contre nous? Je me suis assis à côté de lui. Ils sont contrariés. Mais ce n'est pas ta faute. Est-ce que c'est à cause de Noël? C'est parce que je m'assure que nous soyons pris en charge d'abord. Toi et moi. C'est ce qui compte. Il hocha lentement la tête. Puis il demanda doucement, est-ce qu'on va encore les voir? Je ne sais pas, bonhomme. Peut-être pas avant un moment. Il resta silencieux un instant. Je ne pense pas en avoir envie. Je l'ai serré contre moi. Il a passé ses bras autour de moi, enfouissant son visage dans mon épaule. Pour la première fois depuis Noël, j'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Les retombées sont arrivées par vagues. Fin janvier, l'hypothèque de mes parents était officiellement en défaut de paiement. Ils avaient manqué 2 paiements, et la banque avait entamé une procédure de saisie. Ils ont mis la maison en vente en février, désespérés d'éviter l'impact sur leur crédit. Elle s'est vendue en dessous de sa valeur marchande. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville, réduisant leur vie à des cartons et des regrets. La voiture de Monica a été saisie début mars. Elle avait manqué 3 paiements sur le prêt que j'avais co-signé. La banque s'est tournée vers moi, exigeant que je couvre le solde. Marcus a négocié un règlement. J'ai payé une fraction de ce que j'aurais dû, et Monica a dû se débrouiller seule pour son transport. Sa carte de crédit, celle liée à mon compte joint, a été fermée. Le solde de $7 000 est parti en recouvrement sous son nom. Je m'étais retiré du compte avant que la dette ne soit enregistrée, rompant ma responsabilité légale. Tyler a dû quitter l'école privée. Monica l'a inscrit à l'école publique locale, celle dont elle disait depuis des années qu'elle n'était pas assez bien pour son fils. Elle a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, présentant cela comme un nouveau chapitre et une leçon de résilience. Les commentaires étaient encourageants, mais je connaissais la vérité, elle se débattait. Papa a essayé de m'appeler encore quelques fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, les appels ont cessé. Maman a envoyé une lettre en avril. Elle était écrite à la main, 3 pages d'excuses et d'explications. Elle disait qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrarié. Elle disait que Nathan lui manquait. Elle disait qu'elle espérait que nous trouverions un jour un moyen de nous réconcilier. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classé. Peut-être qu'un jour je répondrai, mais pas aujourd'hui. Nathan et moi avons instauré un nouveau rythme. Nous avions plus d'argent maintenant, de l'argent qui ne disparaissait pas dans les urgences des autres. J'ai ouvert un fonds d'études pour lui, quelque chose que Sarah et moi avions toujours prévu de faire, mais que nous repoussions sans cesse car il y avait toujours une autre facture à payer. Nous avons pris des vacances en été, juste tous les deux. Nous sommes allés sur la côte, avons logé dans une petite cabane et passé une semaine à explorer les bassins de marée et à faire voler des cerfs-volants. Nathan a ri plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il a recommencé à parler de sa mère, partageant des souvenirs, posant des questions. C'était comme une guérison. À l'automne, j'ai obtenu une promotion au travail. Les heures supplémentaires que j'avais accumulées, la concentration que j'avais pu donner sans les distractions financières constantes, ont porté leurs fruits. Mon patron l'a remarqué. Mes collègues l'ont remarqué. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de construire quelque chose pour moi, pas seulement de maintenir une structure croulante pour des gens qui s'en fichaient. Nathan a rejoint un club de robotique à l'école. Il rentrait chaque semaine avec des histoires de circuits et de moteurs, le visage illuminé d'excitation. Il s'est fait des amis. Il a commencé à inviter des enfants à la maison pour jouer. Notre appartement s'est rempli de rires et de bruit, le genre de chaos qui ressemblait à la vie plutôt qu'à la survie. Un soir de décembre, exactement un an après le Noël qui avait tout changé, Nathan et moi étions assis sur le canapé à décorer notre propre sapin. Il était plus petit que celui de mes parents, mais c'était le nôtre. Nous avons accroché des décorations, installé des guirlandes et mis de la musique. Nathan leva les yeux vers moi. « Papa, est-ce qu'on va chez grand-maman et grand-papa cette année ? » « Non, bonhomme. On reste ici. » Il hocha la tête. « C'est correct. Je préfère ça comme ça. » Je l'ai serré contre moi. Moi aussi. Plus tard cette nuit-là, après que Nathan fut allé se coucher, je me suis assis près du sapin, regardant les lumières vaciller. Mon téléphone était silencieux, pas de textos frénétiques, pas de chantage affectif, pas de rappel de paiement.
J'ai pensé à l'année écoulée, la colère, la peur, les moments où je m'étais demandé si j'avais fait la bonne chose. Mais assis là, dans la chaleur tranquille de notre appartement, je connaissais la réponse. Je nous avais choisis. Et c'était le seul choix qui importait.